Bonjour à tous. Ce cours de la phase socle du DES d'hématologie concerne l'approche diagnostique des gammapathies monoclonales. Je m'appelle Cyril Touzeau, je suis hématologue au CHU de Nantes et ce cours a été relu par le professeur Xavier Leleu et le docteur Aurore Perrault. Voici les objectifs de ce cours. Nous verrons tout d'abord la définition et la physiopathologie des gammapathies monoclonales, les principales entités cliniques, avec d'un côté le plus fréquent les gammapathies monoclonales asymptomatiques, dominées par deux grandes causes, les gammapathies monoclonales de signification indéterminée et plus rarement le myélomultiple indolent. Et puis d'un autre côté, les gammapathies monoclonales symptomatiques, soit les symptômes au premier plan en lien avec le clone tumoral, ce sont le myélomultiple symptomatique, la maladie de Waldenström et les autres syndromes lymphoprolifératifs. Le cours détaillera très peu ces étiologies de gammapathies monoclonales symptomatiques et je vous renvoie au cours spécifique dédié à ces pathologies. Et puis les gammapathies monoclonales symptomatiques avec au premier plan des symptômes, la gammapathie monoclonale en elle-même, et ce sont le groupe hétérogène que nous décrirons des gammapathies monoclonales de signification clinique. Et nous verrons ensuite la démarche diagnostique et le suivi recommandé des gammapathies monoclonales. Tout d'abord, quelques mots sur l'électrophorèse des protéines sériques. Cet examen de biochimie permet l'analyse des protéines du sérum par séparation et migration sur gel en fonction de leur charge électrique. Voici un exemple de profil électrophorétique normal, avec dans la première zone l'albumine, la principale protéine du sang, puis la zone alpha-1, dans laquelle on trouve l'alpha-antitrypsine, l'orosomucoïde, la zone alpha-2, avec notamment l'aptoglobine, la zone bêta-1, bêta-2, et puis la zone des gamma-globulines, en forme de courbe gaussienne, et qui correspond à la zone de migration des immunoglobulines. Chez l'adulte, les valeurs normales des gamma-globulines varient entre 8 et 13,5 g par litre. Une gammapathie monoclonale est définie par la présence dans le sérum et ou les urines d'une immunoglobuline monoclonale caractérisée par une même chaîne lourde, le plus souvent de type G, A ou M, avec une restriction isotypique, kappa ou lambda. Au niveau de l'électrophorèse des protéines du sérum, une gammapathie monoclonale donne le plus souvent un aspect de bande étroite ou restriction d'hétérogénéité, le plus souvent en zone des gamma-globulines, parfois en zone bêta. L'électrophorèse des protéines du sérum permet la quantification de l'immunoglobuline monoclonale en grammes par litre, et cet examen peut aussi mettre en évidence une immunoparésie associée, c'est-à-dire la baisse des autres isotypes d'immunoglobuline. Enfin, c'est l'immunofixation qui permet de typer l'immunoglobuline monoclonale et de confirmer sa nature monoclonale, avec ici la mise en évidence d'une IgG kappa. En ce qui concerne la physiopathologie, la présence d'une gammapathie monoclonale témoigne de la présence dans l'organisme d'une population B monoclonale sécrétant cette immunoglobuline. Ce clone B est le plus souvent plasmocytaire, mais on peut retrouver un clone B de lymphocyte mature et ou lymphoplasmocyte. C'est parfois ce clone B qui est au premier plan et c'est l'hémopathie lymphoïde qui va être responsable des symptômes, par exemple le myélomultiple ou la maladie de Waldenström. Parfois, ce clone B anormal, il est mineur, voire non détectable. On parle de petits clones B dangereux et c'est la gammapathie monoclonale en elle-même qui va être responsable des symptômes. On parle alors de gammapathie monoclonale de signification clinique. En ce qui concerne l'immunoglobuline monoclonale, on distingue les gammapathies monoclonales IgM ou non-IgM, le plus souvent de type G ou A, et puis les gammapathies monoclonales à chaîne légère, détectées le plus souvent dans les urines, c'est la protéinurie de Ben-Jones, mais on peut également doser dans le sang ces chaînes légères libres. En ce qui concerne la gammapathie monoclonale et les symptômes provoqués par elle-même, ces symptômes peuvent être liés à l'activité anticorps de l'immunoglobuline, peuvent être liés au syndrome d'hyperviscosité, parfois à l'activité cryoglobulinémique de cette immunoglobuline. Enfin, cette immunoglobuline peut se déposer dans les organes et être responsable de la détérioration de la fonction de ces derniers. C'est l'exemple de l'amylose AL. Nous allons aborder maintenant les formes cliniques de gammapathie monoclonale. La situation la plus fréquente est la découverte fortuite d'une gammapathie monoclonale chez un patient asymptomatique. L'entité la plus fréquente, ce sont les gammapathies monoclonales de signification indéterminée. On identifie l'entité de myélomultiple indolent
forme intermédiaire entre la gammapathie monoclonale de signification indéterminée et le myélomultiple symptomatique. À côté, chez le patient symptomatique, il y a deux grands cadres cliniques. Les gammapathies monoclonales symptomatiques par le clone tumoral, ce sont les exemples du myélomultiple, de la maladie de Waldenström, des autres syndromes lymphoprolifératifs dont la leucémie lymphoïde chronique, et puis les gammapathies monoclonales de signification clinique où c'est la gammapathie en elle-même qui va être responsable au premier plan des symptômes. C'est l'exemple des maladies de surcharge comme l'amylose AL, le syndrome PUMS, le syndrome de Schnitzler, et puis cette famille d'entités de gammapathies monoclonales de signification clinique rénale, cutanée ou neurologique. Donc tout d'abord, les gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Les gammapathies monoclonales de signification indéterminée, ou GMSI ou MGUS en anglais, représentent la cause la plus fréquente, près de 80%, des gammapathies monoclonales. Cette anomalie biologique touche la personne âgée avec un âge médian diagnostique de 70 ans, seulement 2% des patients ont moins de 40 ans. En termes de prévalence, on découvre une MGUS chez 3% des sujets après 50 ans, avec une prévalence qui augmente avec l'âge et qui peut atteindre presque 10% après 80 ans. On note également une discrète prédominance masculine. Maintenant, quelques mots de définition des gammapathies monoclonales de signification indéterminée. Une MGUS non IgM est définie par la présence d'un pic monoclonal inférieur à 30 g par litre, moins de 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse et de l'absence de symptômes évoquant un myélome, les symptômes graves, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et lésions osseuses, et l'absence de symptômes évoquant une amylose AL. Pour une MGUS IgM, c'est défini par un pic monoclonal IgM inférieur à 30 g par litre, par la présence de moins de 10% de lymphoplasmocytes dans la moelle osseuse et de l'absence de symptômes évoquant une maladie de Waldenström, anémie, symptôme B, syndrome d'hyperviscosité, syndrome tumoral ou tout autre symptôme en lien avec la prolifération lymphoïde. Enfin, on identifie une MGUS à chaîne légère, définie par un ratio de chaîne légère anormal, l'absence de fabrication monotypique de chaînes lourdes, et puis pareil, de l'absence de symptômes évoquant un myélome, une amylose. Le pourcentage de plasmocytes dans la moelle osseuse doit être inférieur à 10% et le composant monoclonal urinaire doit être inférieur à 500 mg par 24 heures. Le principal risque d'une gammapathie monoclonale de signification indéterminée, c'est la progression vers une hémopathie lymphoïde. Ce risque de progression, il est faible, de l'ordre de 1% par an, c'est-à-dire 5% à 5 ans, 10% à 10 ans, etc. Compte tenu de l'âge de la population au diagnostic, 70 ans, en fait, la majorité des patients ne progresseront pas vers une hémopathie lymphoïde. Et le profil évolutif de la progression de ces gammapathies est très dépendant du caractère IgM ou non IgM de la gammapathie. Robert Kyle a publié en 2019 dans le New England Journal of Medicine une série importante de plus de 1000 patients atteints de MGUS et suivis pendant une médiane de 34 ans. Dans cette série, 11% des patients seulement ont progressé vers un syndrome lymphoprolifératif. Pour les patients atteints de MGUS non IgM, plus de 90% des patients ont évolué soit vers un myélomultiple, 86% des cas, soit vers une amylose AL pour 10% d'entre eux. Pour les patients atteints de MGUS IgM, la majorité des patients, plus de 80%, ont progressé vers un lymphome B de bas grade, maladie de Waldenström pour 30% des cas ou autre type de lymphome B de bas grade pour 50% d'entre eux. Enfin, il est constaté dans cette série que les patients atteints de MGUS ont une espérance de vie plus courte qu'une population contrôle appariée, dans cette étude 8 ans versus 12 ans d'espérance de vie médiane. Maintenant, toujours au sein des gammapathies monoclonales asymptomatiques, le myélomultiple indolent ou asymptomatique, qui est une entité intermédiaire entre la GMSI et le myélomultiple symptomatique. Historiquement, le myélomultiple indolent était défini par la présence d'un pic monoclonal supérieur ou égal à 30 g par litre et ou une plasmocytose médulaire supérieure à 10% chez un patient asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes graves, pas d'hypercalcémie, pas d'insuffisance rénale, pas d'anémie, pas de lésions ostéolytiques. Donc en prenant en compte cette définition du myélome indolent,
quel est le profil évolutif de ces patients. En comparaison avec les patients atteints de MGUS, dont le risque de progression vers un myélome multiple symptomatique est très homogène, on l'a vu tout à l'heure, risque de 1% par an. Le risque de progression vers un myélome symptomatique des patients atteints de myélome indolent est beaucoup plus hétérogène, avec notamment au cours des 5 premières années de suivi un risque de progression de 10% par an vers une maladie symptomatique. Ensuite, ce risque diminue un petit peu, de 3% par an de 5 à 10 ans, et puis après, le risque évolutif rejoint celui des patients atteints de MGUS avec un risque de progression de 1% par an. Donc tout l'enjeu, c'est d'identifier au sein des patients avec un myélome indolent ceux ayant un risque évolutif le plus fort vers une maladie symptomatique. Au cours des dernières années, 3 facteurs de risque de progression majeurs ont été identifiés prédisant le risque de progression vers une maladie symptomatique chez les patients atteints de myélome indolent. Le premier de ces facteurs de risque, c'est le pourcentage de plasmocytes dans la moelle osseuse supérieur à 60%. C'est le facteur pronostique le plus lourd en termes de risque de progression. Et pour ces patients, le délai médian à la progression est de 7 mois. Le deuxième facteur de risque, c'est la présence de plus d'une lésion focale à l'IRM. Pour ces patients, le délai médian à la progression est de 13 mois, 1 an environ. Et le troisième facteur de risque de progression, c'est un ratio de chaîne légère supérieur à 100. Pour ces patients, le délai médian avant progression vers une maladie symptomatique est de près de 18 mois. Ces 3 facteurs de risque de progression sont appelés les critères SLIM pour 60%, Light Chain Ratio et MRI Focal Lesion. L'identification de ces 3 facteurs pronostiques et leur utilisation en routine ont conduit à modifier les définitions de myélome indolent et de myélome multiple symptomatique. En 2014, ont été publiées des nouvelles recommandations sur le diagnostic de myélome multiple par le groupe international de l'IMWG. Le myélome indolent est maintenant défini par la présence d'un pic monoclonal supérieur à 30 g par litre ou une protéinurie monoclonale supérieure à 500 mg par 24 heures et la présence d'un pourcentage de plasmocytes dans la moelle de 10 à 60% chez un patient n'ayant pas de critères CRAB définissant un myélome symptomatique, ni une amylose et ni les 3 critères SLIM. Un myélome multiple symptomatique est défini maintenant par toujours plus de 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse ou la biopsie d'un plasmocytome. Et l'un des critères suivants, soit la présence de critères CRAB classiques, soit la présence d'un des critères SLIM, c'est-à-dire plus de 60% de plasmocytes dans la moelle osseuse, un ratio de chaîne légère supérieur à 100 ou plus d'une lésion focale à l'IRM. Nous allons aborder maintenant les gammapathies monoclonales qui parlent symptomatiquement. Donc le premier groupe nosologique, c'était les gammapathies monoclonales symptomatiques par le clone tumoral au premier plan, le myélome multiple symptomatique et d'autres syndromes lymphoprolifératifs B comme la maladie de Waldenström, la leucémie lymphoïde chronique et autres lymphomes de bas grade. Je ne détaillerai pas dans ce cours ces entités qui seront abordées dans des cours spécifiques de la phase socle auxquels je vous renvoie. Et nous allons donc aborder maintenant les gammapathies monoclonales de signification clinique. Le terme de gammapathie monoclonale de signification clinique, ou MGCS en anglais, renvoie aux manifestations cliniques attribuées à la gammapathie monoclonale en elle-même liée à la présence d'un clone B quiescent ou indolent, souvent à peine détectable. Les organes préférentiels cibles des gammapathies monoclonales de signification clinique sont le rein, la peau et les nerfs périphériques. Les MGCS peuvent néanmoins atteindre tous les organes. Les principaux mécanismes conduisant à l'altération des organes dans les MGCS, c'est le dépôt d'immunoglobuline, par exemple l'amylose AL, les maladies de dépôt d'immunoglobuline anciennement appelées maladies de Randall ou le syndrome de Fanconi. Les MGCS peuvent être liés à l'activité auto-anticorps de la gammapathie monoclonale, c'est l'exemple des neuropathies anti-MAG, des syndromes anti-C1 estérase ou du syndrome de Willebrand-Taki. Les MGCS peuvent être liés à l'activation de la voie alterne du complément, par exemple les glomérulonéphrite à dépôt isolé de C3. Enfin, les MGCS peuvent être liés à la production de cytokines, et c'est l'exemple du syndrome PUMS. Tout d'abord, les gammapathies monoclonales de signification rénale, ou MGRS.
Les MGRS désignent un groupe de pathologies rénales liées au dépôt d'immunoglobulines monoclonales dans les différentes structures du rein. La porte d'entrée du diagnostic est le plus souvent néphrologique, par exploration d'une insuffisance rénale, d'une protéinurie, d'un syndrome glomérulaire, avec notamment l'apparition d'œdème des membres inférieurs. C'est parfois des signes extra-rénaux qui peuvent amener à faire le diagnostic, exemple de l'amylose AL, de la cryoglobulinémie. Le diagnostic il est porté par la ponction biopsie rénale, qui est un élément indispensable au diagnostic. Et on distingue deux catégories de MGRS, les MGRS à dépôt organisé ou à dépôt non organisé d'immunoglobulines. Dans la famille des MGRS à dépôt organisé d'immunoglobulines, il y a tout d'abord l'amylose AL, caractérisée par des dépôts fibrillaires de chaînes légères, le plus souvent lambda, au niveau des glomérules. Donc pour l'amylose AL, je vous renvoie aux cours spécifiques. Il y a aussi la cryoglobulinémie type 1 ou 2, caractérisée par des dépôts le plus souvent glomérulaires d'IgG ou d'IgM, et avec un cortège de symptômes cutanés, neurologiques, articulaires, donc des symptômes présents extra-rénaux le plus souvent. Le syndrome de Fanconi, avec des dépôts de chaînes légères le plus souvent kappa au niveau des tubules proximaux, et puis deux entités de néphropathie glomérulaire avec présentation rénale exclusive, la glomérulonéphrite immunotactoïde et la glomérulonéphrite avec dépôt organisé tubulaire d'immunoglobulines monoclonales ou entité appelée GOMID. Dans les MGRS à dépôt non organisé d'immunoglobulines, on distingue ce qu'on appelait la maladie de Randall, ou maintenant MIDD, pour maladie de dépôt d'immunoglobulines monoclonales, avec différentes entités en fonction du dépôt, soit de chaînes légères ou LCDD, c'est le plus souvent des chaînes légères kappa, de chaînes lourdes ou de chaînes lourdes tronquées, et puis des syndromes avec dépôt mixte de chaînes légères et de chaînes lourdes d'immunoglobulines. Enfin, on distingue la PGN-MID, ou glomérulonéphrite proliférative avec dépôt d'immunoglobulines monoclonales, avec des dépôts d'IgG3. Un focus sur gammapathie monoclonale et rein en fonction de la localisation de l'atteinte rénale. Dans les atteintes glomérulaires, il y a donc les MGRS à dépôt organisé, principalement l'amylose AL, les cryo type 1 et 2, et puis l'entité GOMID. Dans les MGRS à dépôt non organisé, on a vu la maladie de Randall ou MIDD, et puis l'entité de PGN-MID. Et puis il y a des atteintes glomérulaires sans dépôt d'immunoglobulines, notamment les glomérulonéphrite à dépôt de C3, et puis des lésions de microangiopathie thrombotique qui peuvent être visibles notamment dans le syndrome de PUMS. Dans les atteintes tubulaires proximales, il y a le syndrome de Fanconi, puis dans les atteintes tubulo-interstitielles, il y a la néphropathie à cylindre myélomateux, entité classique, et je vous renvoie sur le cours du myélome multiple. Pour distinguer ces différentes entités, évidemment, l'analyse de la protéinurie est majeure, distinguant une protéinurie tubulaire versus glomérulaire en cas d'albuminurie importante. Maintenant, les gammapathies monoclonales de signification clinique de présentation neurologique. Alors, les symptômes neurologiques peuvent être liés au dépôt d'immunoglobulines, exemple à nouveau de l'amylose AL avec sa neuropathie axonale le plus souvent sensitive. Les symptômes peuvent être liés à l'activité anticorps de la gammapathie monoclonale. C'est l'exemple fréquent des neuropathies par activité anti-MAG ou anti-ganglioside, où l'immunoglobuline monoclonale est de type IgM. Les atteintes neurologiques des cryoglobulinémies. Et puis le rare syndrome CANOMAD, qui associe neuropathie chronique sensitive, ophtalmoplégie, pic monoclonal IgM, agglutinine froide et anticorps anti-ganglioside. Je vous renvoie pour cette entité à une série importante de cas rapportés par l'équipe d'hématologie de la Pitié-Salpêtrière et publiée en 2020 dans Blood. Enfin, les MGCS de présentation rénale liées à la production de cytokines, et nous allons parler du syndrome PUMS. Le syndrome PUMS a été décrit en 1980. L'acronyme désigne polyneuropathie, organomégalie, endocrinopathie, protéines monoclonales et atteinte cutanée. C'est un syndrome paranéoplasique rare lié à une prolifération plasmocytaire. La prévalence est d'environ 0,3 cas pour 100 000 habitants. Au premier plan, il y a la neuropathie périphérique qui est constante, ascendante, symétrique, sensitivomotrice, le plus souvent démyélinisante. La présentation est parfois impressionnante avec le développement en quelques semaines d'une paraparésie responsable d'une impotence fonctionnelle majeure.
La gammapathie monoclonale est constante également, toujours lambda. Les autres critères majeurs pour le diagnostic de PUMS est la présence d'une maladie de Kalstoman, de lésions osseuses condensantes, et puis, ce qui est un critère majeur pour le diagnostic, d'un taux élevé de VEGF plasmatique impliqué dans la physiopathologie de ce syndrome. Les critères mineurs peuvent associer organomégalie, une splénomégalie, une hépatomégalie, des adénopathies, des œdèmes des séreuses, épanchements pleuraux, ascites, des atteintes endocrinologiques, notamment surrénaliennes, thyroïdiennes, pancréatiques. Les signes cutanés sont précieux avec des lésions hyperpigmentaires ou hypertrichoses, des hémangiomes, des acrosyndromes et des symptômes de flush. On peut retrouver un œdème papillaire et puis une thrombocytose ou une polyglobulie, notamment en lien avec la sécrétion inadaptée de VEGF. Le traitement repose sur la radiothérapie en cas de tumeur localisée. Sinon, l'autogreffe garde sa place chez les patients jeunes et au cours des dernières années, le lénalidomide en association avec la dexaméthasone ont montré des résultats extrêmement impressionnants. Les MGCS de présentation cutanée sont des entités extrêmement hétérogènes, parfois rarissimes. Nous détaillerons un petit peu le syndrome de Schnitzler. Les autres MGCS cutanés classiques sont le scléromyxédème, la dermatose neutrophilique, le cutis laxa acquis, les xanthomatoses avec des dépôts d'immunoglobulines, souvent IgG, qui accompagnent parfois certains syndromes lymphoprolifératifs ou le myélome, le rarissime syndrome TEMPI, à peine 50 cas décrits dans le monde et qui associe télangiectasie, polyglobulie, gammapathie monoclonale, des épanchements périrénaux et un shunt intrapulmonaire. Et puis les atteintes cutanées des cryoglobulinémies. Une entité particulière de MGCS cutané, le syndrome de Schnitzler, qui appartient aux pathologies auto-inflammatoires, avec le rôle clé de l'interleukine 1 bêta, cytokine inflammatoire dans la physiopathologie. C'est un syndrome très rare qui associe une urticaire chronique et une gammapathie monoclonale type IgM-kappa dans plus de 80% des cas. Les autres symptômes présents, importants, sont la fièvre et un syndrome inflammatoire biologique. Le traitement du syndrome de Schnitzler repose sur l'anakinra, qui est un antagoniste des récepteurs de l'IL-1. Le syndrome de Schnitzler évolue parfois vers une maladie de Waldenström ou un lymphoplasmocytaire. Nous allons discuter maintenant la démarche diagnostique et le suivi des gammapathies monoclonales. Tout d'abord, et pour être un peu provocateur, on pourrait dire que la meilleure solution pour ne pas être embêté avec une démarche diagnostique et un suivi de gammapathie monoclonale asymptomatique, c'est de ne pas en faire le diagnostic. L'électrophorèse des protéines sériques est en effet un examen beaucoup trop demandé, souvent pour de mauvaises raisons, par exemple le bilan d'une asthénie. En fait, la Haute Autorité de Santé a publié en 2017 des recommandations sur la prescription d'électrophorèse des protéines sériques pour la recherche des immunoglobulines monoclonales. On est censé demander cet examen dans l'exploration d'infections à répétition des voies aériennes supérieures et pulmonaires pour des douleurs osseuses non traumatiques, non expliquées par l'examen radiologique standard, pour un tableau de polyarthrite inexpliqué, un syndrome tumoral, adénopathie, splénomégalie, dans le cadre du bilan d'une neuropathie périphérique inexpliquée, d'un purpura vasculaire, d'anomalies de l'hémogramme sans cause évidente, essentiellement dans le cadre d'une anémie ou d'une lymphopénie isolée, pour l'exploration d'une vitesse de sédimentation élevée avec CRP normale, l'exploration d'une hypercalcémie, d'une insuffisance rénale, d'une protéinurie significative et certaines anomalies osseuses radiologiques, fracture vertébrale suspecte, fracture pathologique, géode, etc. Devant toute gammapathie monoclonale, un examen clinique complet doit être réalisé, recherche de signes généraux, perte de poids, fièvre surnocturne, une fatigue importante qui est un symptôme classique de l'amylose, recherche d'un syndrome tumoral, des adénopathies superficielles, splénomégalie, hépatomégalie, d'autres organomégalies comme une macroglossie, recherche d'un syndrome osseux, un examen neurologique approfondi, recherche d'une neuropathie périphérique, d'un canal carpien, d'une dysautonomie, un examen cutané avec entre autres recherche d'une urticaire, d'échymose périorbitaire, de xanthome, et puis un examen entre guillemets rénal, recherche d'une prise de poids, d'œdème des membres inférieurs,
avec réalisation d'une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie qui est le prolongement en quelque sorte de l'examen clinique. Le bilan biologique de première intention doit comprendre numération formule sanguine plaquette, créatinémie, une calcémie et une protéinurie des 24 heures ou sur échantillon, c'est accepté maintenant avec électrophorèse des protéines urinaires, 6 protéinuries anormales pour recherche d'une protéinurie monoclonale. La bandelette urinaire est vraiment un examen clé de première intention lors de la découverte d'une gammapathie monoclonale. Donc, en cas de suspicion de MGUS, c'est-à-dire patient asymptomatique, examen clinique normal et bilan biologique de première intention normal également, les recommandations internationales du groupe IMWG recommandent de prendre en compte 3 facteurs pour déterminer la suite du bilan diagnostique et le suivi. Ces 3 facteurs, ce sont la présence d'un pic monoclonal supérieur à 15 grammes par litre, le statut non IgG de la gammapathie monoclonale et la présence d'un ratio kappa lambda anormal. En effet, la probabilité de progression d'un pic monoclonal de faible risque, c'est-à-dire avec aucun de ces 3 facteurs vers un myélome ou autre pathologie hématologique, est seulement de 5% à 20 ans. Ainsi, pour ces recommandations, en l'absence de ces 3 facteurs de risque, on peut conclure au diagnostic de MGUS sans réaliser de myélogramme ni même d'exploration osseuse, et un suivi tous les 2 ans est recommandé. La limite de ces recommandations, c'est le fait de devoir faire un dosage d'échelle légère pour tous les patients avec un pic monoclonal asymptomatique, ce qui représente un coût de santé très important, et en pratique, la plupart des hématologues remplacent le ratio kappa lambda par la présence ou non d'une immunoparésie et ne réservent le myélogramme et les explorations osseuses qu'en cas d'un des 3 facteurs de moins bon pronostic, un pic supérieur à 15 grammes par litre, un isotype non IgG et la présence d'une immunoparésie. Devant la présence d'une gammapathie monoclonale avec au moins un facteur de moins bon pronostic, pic supérieur à 15 grammes par litre, MGUS non IgG, ratio kappa lambda anormal ou en pratique quotidienne présence d'immunoparésie, il faut réaliser un myélogramme et un scanner osseux pour être certain du diagnostic de MGUS et d'écarter un myélomultiple indolent, voire un myélomultiple symptomatique. Si le pic monoclonal est inférieur à 30 grammes par litre, si la plasmocytose médulaire est inférieure à 10% et si le scanner osseux est normal, il s'agit d'une MGUS et il est recommandé un suivi à 6 mois, puis du diagnostic, puis annuellement. Si le pic monoclonal est supérieur à 30 grammes par litre ou la plasmocytose médulaire entre 10 et 60%, avec toujours un scanner osseux normal, on peut retenir le diagnostic de myélomultiple indolent. Dans ce cas de figure, l'IRM et le dosage de chaîne légère livre sérique sont nécessaires pour écarter le diagnostic de myélomultiple symptomatique en raison de la présence d'un critère SLIM. En l'absence de ces critères, on confirme le diagnostic de myélome indolent sans critère de traitement et un suivi tous les 4 à 6 mois pendant la première année, puis tous les 6 à 12 mois est recommandé. Chez le patient symptomatique, présentant donc soit un examen clinique anormal ou un bilan biologique de première intention anormal, il convient de compléter le bilan par le myélogramme, l'immunophénotypage, éventuellement de l'imagerie, pour étayer les diagnostics de myélome, de maladie de Waldenström, de leucémie lymphoïde chronique, et je vous renvoie à ces différents cours. Pour les gammapathies monoclonales de signification clinique, la vraie difficulté, c'est la certitude du lien entre la gammapathie monoclonale découverte et la symptomatologie présentée par le patient. En effet, les gammapathies monoclonales sont fréquentes dans la population générale, surtout chez le patient âgé. Et il peut être très facile de conclure à tort un lien entre le pic monoclonal découvert et le symptôme. Ainsi, en cas de présentation rénale, la ponction biopsie rénale est majeure, indispensable pour prouver le lien entre la gammapathie monoclonale et les lésions rénales observées au niveau glomérulaire, tubulaire, etc.
et étayer ainsi les éventuels diagnostics d'amylose AL, de cryoglobulinémie ou d'autres MGRS. En cas de présentation neurologique, l'électroneurommyogramme est indispensable pour affirmer une neuropathie périphérique, détailler sa nature plutôt démyélinisante ou axonale. Les anti-MAG et antigangliosides doivent être recherchés en cas de neuropathie périphérique. Ces examens vont aider à étayer les éventuels diagnostics d'amylose AL, de PUMS, de neuropathie anti-MAG, de cryo, etc. Enfin, en cas de présentation cutanée, il faudra évoquer et rechercher un éventuel syndrome de Schnitzler en cas d'urticaire, de cryoglobulinémie, en cas notamment de purpura, de PUMS, etc. Quelques mots d'approche thérapeutique. Un traitement ciblant le clone tumoral responsable de la gammapathie monoclonale est proposé dans le myélome multiple, dans la maladie de Waldenström, dans la leucémie lymphoïde chronique en cas de critères de traitement bien sûr, dans l'amylose AL. Dans le syndrome PUMS, on a vu l'intérêt de la radiothérapie, des alkylants et le rôle majeur pris par le lénaludomide au cours des dernières années. Pour les cas de MGRS, notamment PGN-MID, GOMID, il est souvent discuté un traitement du clone plasmocytaire, même s'il est difficilement mis en évidence, et il peut être proposé des traitements à base de VCD, de bortezomib, cyclophosphamide, dexaméthasone. Ces cas sont difficiles et doivent être discutés en RCP national. Il existe une RCP nationale dédiée pour ces cas de MGRS. Les soins de support, les échanges plasmatiques, notamment en cas de syndrome d'hyperviscosité, parfois en cas de neuropathie anti-MAG. Une prise en charge néphrologique adaptée pour les MGRS, pour le cas particulier des cryoglobulinémies, l'éviction du froid. Il existe des traitements spécifiques. Dans le syndrome de Schnitzler, les antirécepteurs de l'IL1, l'anakinra, sont très efficaces. Et puis des traitements immunomodulateurs, IgIV, rituximab, dans le cas particulier des neuropathies anti-MAG. Donc pour résumer, il est important de retenir de ce cours l'entité de gammapathie monoclonale de signification indéterminée, la principale cause de gammapathie monoclonale, connaître son risque évolutif qui dépend beaucoup de son caractère IgM ou non IgM, connaître le bilan de première intention et les modalités de surveillance. Pour le myélome indolent, la définition de cette entité a changé au cours des dernières années. Des critères de haut risque de progression, les critères SLIM, ont été identifiés et définissent maintenant des myélomes multiples nécessitant un traitement. Il faut connaître également les modalités de surveillance du myélome indolent. Enfin, pour les gammapathies monoclonales secondaires à une hémopathie lymphoïde, le myélome, la maladie de Waldenström, je vous renvoie à ces cours spécifiques. Et puis, il y a ce spectre hétérogène des gammapathies monoclonales de signification clinique, avec des difficultés de diagnostic, la difficulté de faire la preuve de l'imputabilité, connaître l'importance du bilan hématologique à la recherche du clone, la fréquence des formes rénales, neurologiques et cutanées, et puis certains syndromes sont identifiés avec des prises en charge spécifiques, évidemment l'amylose AL, les MGRS, le syndrome PUMS, les anti-MAG, la cryo, le syndrome de Schnitzler, etc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible si vous le souhaitez pour en discuter.